Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag pour cette avant-dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, nous allons partir pour l'Amérique, pour les Amériques, j'allais dire, en particulier pour l'Amérique du Sud, puisque nous serons tout à l'heure en Bolivie, d'où vous arrivez, vous, Rosemary et Maurice, puisque nous nous sommes rencontrés en Bolivie il y a 2-3 ans, hein, c'est bien ça? 3 ans. Donc ça permettra, c'était le début, presque le début de votre expérience et de votre aventure. Vous en êtes revenu il y a 6 mois, vous avez d'autres projets. Je rappelle que vous travaillez pour une association qui s'appelle Échanger, en 2 mots, et qu'apparemment le virus ne vous a pas passé, c'est ça? C'est ça. Néanmoins, vous venez de passer un petit peu quelques temps en Suède, puisque vous êtes valaisan, vous repartez quand même? Oui, on repart quand même. La coupure était bonne, là on a passé quelques mois merveilleux dans notre palais, mais... Alors, Échanger, c'est une association assez militante quand même. Disons qu'elle va plus facilement au Nicaragua qu'en Suède, pour simplifier. Juste en 2 mots, rappelons qu'est cette association. Alors, c'est un organisme non gouvernemental suisse avec un soutien significatif de la coopération officielle suisse, mais qu'on a comme vision un type de coopération solidaire, c'est non à la transférence technologique, oui, à l'interculturalité, à l'apprentissage mutuel, à l'horizontalité. Voilà, on va tâcher de mettre des images sur ces mots-là. Quelque part là-bas, je le salue, je ne sais pas si les caméras peuvent aller le loger, mais Jean-Pierre Uzer, que je n'avais pas eu la chance de voir depuis quelque temps, qui se produit le mois prochain à Lutry et qui chantera pour nous. Il chantera des chansons en rapport avec les Indiens, non pas les Indiens d'Amérique du Sud, mais ceux d'Amérique du Nord. Il en a rencontré, il a travaillé avec pour composer certaines chansons. Merci Jean-Pierre d'être là. Et puis, nous devrions avoir en ce moment, en direct, au téléphone de Washington, non pas notre correspondant ou notre envoyé spécial, mais Serge Retely. Serge, vous êtes là? Je suis là. Bon, Serge, ça doit faire du bien d'arriver, j'allais dire, en pays civilisé, encore qu'en période d'élection, ce ne soit pas toujours le cas, mais avec tout ce que vous avez derrière vous, vous êtes parti dans votre tour du monde de course à pied il y a combien de temps? Il y a 4 ans et demi, le 13 février de l'an de la Suisse. Et depuis 4 ans et demi, vous courez 10, 20, 30 km à la course à pied tous les jours? Enfin, pour un marathon par jour, 5 jours par semaine. C'est combien le marathon qui est poussière? 42 km. D'accord, vous faites 42 et le week-end, rien? C'est pas vraiment le week-end, c'est une moyenne de 4 à 5 jours par semaine. On intercale les accidents, les maladies, la réparation et j'en passe. Bon, on vous a eu plusieurs fois sur ce plateau. J'ai eu la chance de vous accompagner lorsque vous alliez de feu jusqu'en Alaska. Et puis vous êtes revenu ici parce que vous avez eu un certain nombre de problèmes de santé. Maintenant, tout va bien? Tout va pas très bien, mais tout va bien assez bien pour continuer à courir. Bon, on se dira ça tout à l'heure, puisque c'est la deuxième partie d'émission qu'on va se retrouver. Je vous dis simplement, Serge, que Gilbert Pitlou est avec nous ici. C'est lui qui s'occupe un petit peu de vos contacts, du site internet et aussi du montage de vos films, des films que nous voyons, dont nous avons vu quelques extraits maintenant déjà. À tout à l'heure, merci, et tout de suite, puisque nous allons parler d'indios, d'Amérindiens, un cri qui est peut-être souvent, Jean-Pierre, le cri des Amérindiens. Chez moi, c'est pas vraiment chez moi. Chez moi, c'est pas chez moi, à quoi donc ça ressemble? Je suis peau rouge et toi tu me chasses, il me semble.
racines et moins à la terre qui tremble. Pas comme propriétaire, je le suis que de ma chair. Et encore mon cher, que de la poussière. Chez moi c'est pas chez moi, à quoi donc que ça ressemble? L'État, moi je connais pas, je ne connais que mes jambes. Là-haut sur les buildings, jamais peur de la hauteur. Toujours le même standing avec autour les flingues. Toujours la limite où il y a l'homme en cabine. Chez moi c'est pas chez moi. Encore une fois. Chez moi c'est pas chez moi. Chez moi c'est pas chez moi. À quoi donc ça ressemble? Je peux pas dire que je me vois, je peux jamais voir l'ensemble. Mon chez moi est ailleurs, et ailleurs c'est pas là où on voudrait que ce soit. Inutile qu'on m'indique, j'ai des doutes en route, et je sais plus où j'habite. Jean-Pierre User accompagné à la guitare par Iris Niaz. Jean-Pierre, très calmement, je vous laisserai le soin de nous rejoindre à cette table. Vous qui avez passé plus de 3 ans en Bolivie, cette affirmation de l'indio, de l'Indien, là en l'occurrence c'était plutôt celle de l'Indien d'Amérique du Nord, du Québec, du Canada, cette affirmation, vous l'avez ressentie puisque l'essentiel de la population quand même là où vous étiez était indio? Oui, tout à fait. Je crois que les paroles de Jean-Pierre pourraient très bien convenir à la Bolivie. Que nous avons vécu dans une région, le sud de la Bolivie, qui n'est pas directement indio, mais il y a une très très grande migration. Et c'est tout le problème de rencontre des cultures, c'est tout le problème de quitter sa terre natale pour se retrouver ailleurs. Et moi, il y a beaucoup de réalisme dans les paroles de Jean-Pierre. Et puis par rapport à la Bolivie, moi je dirais qu'il y a de l'espoir. Parce que je crois que pour la première fois depuis que la Constitution existe, les Boliviens ont pu voter sur un référendum. Et par rapport aux dernières richesses naturelles qui leur restent, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Et puis je crois que les mouvements indigènes, les mouvements indiens prennent de l'ampleur. Et c'est peut-être un réveil prometteur et qui ouvre une petite brèche d'optimisme pour les peuples indigènes. Alors ça, c'est une vision globale de la Bolivie, mais en même temps, quand je vous y ai rejoint, vous y aviez une fonction, une activité précise, vous étiez dans un institut pour enfants handicapés ou en difficulté, je dirais, et je voudrais tout de même, en même temps que nous allons voir quelques images de ce lieu, de cet institut, vous poser quelques questions, parce que c'est vrai que, en particulier, la petite gosse qu'on voit ici arriver au matin avec son papa, eh ben son histoire, moi, m'avait beaucoup touché, parce que c'est vrai que tous les enfants qui sont à l'Institut méritent attention, et c'est vrai que c'est déjà exceptionnel dans des pays qui ne sont pas forcément très riches de pouvoir disposer de lieux comme ça, de lieux dans lesquels on peut apprendre un peu. Mais
Mais tout de même, cette gamine qu'on va revoir dans quelques instants et qui se prénomme Maricel, si ma mémoire est bonne, eh bien, elle fait avec vous, je dirais grâce à vous, un travail sur elle-même extraordinaire. Tout simplement parce que ses mains à elle ne ressemblent pas vraiment à nos mains à nous. Hola, digan, a ver, niños. Hola, digan así con la manita. Hola, muy bien. Panchito. Hola, Mario. Mario, saluda. Sí. Saluda. Hola, Mario. En láminas que se los presenta a ellos. Y ellos van afinando más el manejo del lápiz y van manejando la velocidad fina. Maricel. ¿Ah? ¿Dónde está la mamá? Sí. Color rojo. Color rojo. Mamá izquierda. Un travail de motricité fine, ce qui n'est pas simple pour elle, étant donné la difficulté ou la difficulté physique qu'elle rencontre depuis sa naissance. On voit qu'elle a subi une opération à la main droite qui lui permet maintenant de maintenir mieux son crayon. Et elle fait preuve d'une excellente motricité fine, et ce qui est encourageant pour la suite. On pourra arriver peut-être à un processus d'écriture, parce qu'elle tient déjà un bon niveau intellectuel. Et en plus, elle veut. Et en plus, elle veut. Hein. Et surtout, elle a surmonté un élément très important, c'est que maintenant, par exemple, elle ose montrer ses mains, je dirais. Alors que la première année, parlant avec Soulema, la maîtresse de classe, elle cachait ses mains, elle cachait ses doigts, n'osant pas du tout les montrer. Et ça, c'est un grand pas en avant. Alors, vous disiez d'abord qu'elle avait été opérée, mais si elle s'était trouvée dans un continent ou sur un continent comme le continent européen ou en Amérique du Nord, elle aurait pu être opérée mieux, à votre avis ? Certainement mieux, et puis certainement de façon plus anticipée, parce que les moyens n'arrivent pas tout de suite là-bas, il faut trouver un financement. Ce genre d'opération coûte quand même assez cher, il faut faire venir des spécialistes du Nord. Certainement que dans la partie nord de l'hémisphère, ça aurait été plus vite. Hein. Mais il y a du chemin qui s'est fait depuis, peut-être pas au niveau de l'opération, parce qu'une deuxième opération n'a pas encore pu se faire, mais je crois que la grande victoire, c'est la victoire d'elle-même sur sa difficulté, sur son handicap, c'est la victoire d'elle-même par rapport à son entourage immédiat, et ça, c'est surtout le travail de la maîtresse. Une victoire d'abord morale, et puis je crois qu'au niveau physique, si elle peut subir une deuxième opération, les choses vont suivre. Mais j'ai tellement vu de progrès au niveau de la relation avec les autres que je crois que c'est déjà quelque chose d'acquis et qui est très important. Vous l'avez quitté il y a combien de semaines, de mois ? Alors, je l'ai quitté en septembre de l'année dernière, hein, lorsque elle était encore en classe, et moi, je suis parti sur une bonne impression parce que je sais qu'elle a une maîtresse qui est très dynamique et une maîtresse qui sait mettre en valeur ses potentialités en essayant de ne pas trop mettre l'accent sur ses difficultés. Et ça, je crois qu'elle l'a peut-être appris aussi quelque part à mon contact ou à notre contact, parce que la relation est tellement importante quand les gens sont en difficulté que c'est des petites touches qui font avancer la chose. Alors ce qu'il faut dire, Sergio, c'est que Boris n'est pas médecin, son rôle n'était pas un rôle de médecin, néanmoins on voit bien qu'il a eu un rôle important dans le contact avec les enfants là-bas. Alors comment avez-vous choisi Maurice et Rosemary pour cette mission, et comment avez-vous choisi le lieu de cette mission? Alors, en général, les points forts de notre relation avec les Sud, c'est construit à partir d'un concept de partenariat. Alors, c'est pas le tourisme individuel des petits couples de Suisses qui vont au Sud. Normalement, ce sont des projets qui répondent à une certaine demande qui viennent des organisations du Sud. Sur la base de cette demande, on cherche, sur la base aussi des candidats qu'il y a ici en Suisse pour partir, on essaye d'approcher les profils de demande et les profils de capacités humaines qu'on a. Et après ça, il y a les volontaires qui partent, principalement en Amérique latine, mais aussi ça peut être en Afrique. Et à partir de ces moments-là, ça s'installe, ce concept vraiment merveilleux de partenariat, que c'est l'essence aussi de notre mouvement, de notre organisation, c'est-à-dire finalement de la proximité des sociétés, de réalités tellement
différentes, tellement distantes, à partir d'un pont interculturel au milieu que ce sont les volontaires. Alors, Rosemarie, vous aviez un petit peu plus de temps que Maurice, pas beaucoup, mais officiellement vous étiez là en observatrice. En réalité, vous avez bien sûr mis la main à la pâte. J'aimerais qu'on revoie quelques images de cette ville de Tarija que vous avez quittée désormais, voilà quelques mois. Tarija, on peut peut-être le situer, c'est quand même au sud de la Bolivie, c'est pas vraiment dans les hauts plateaux, on est plutôt pas très loin de la frontière nord de l'Argentine, et c'est peut-être ce qui frappe sur les images. Je les ai revues ce matin, ces images, et je me disais, tiens, j'étais tellement baigné dans le lieu que je n'avais même pas remarqué combien l'essentiel de la population était en fait une population indienne. On est là pas chez des Aymara, ils sont plus au nord. C'est quoi, Quechua, Guarani? Quechua et Guarani. Les Quechua sont les Indiens des Andes qui sont descendus à Tarija. Les Guarani sont les Indiens plus du côté de l'Amazone qui viennent aussi à Tarija. En fait, Tarija attire beaucoup les gens du pays parce que c'est un climat idéal. C'est une ville où il fait bon vivre. Et les gens pensent qu'ils vont trouver du travail à Tarija. C'est pas le cas, mais c'est vraiment un endroit qui attire beaucoup les Boliviens. Peut-être un travail de cireur de chaussures, comme ce qu'on voit là, c'est déjà une promotion sociale, j'imagine. Oui, c'est déjà un travail, c'est déjà l'assurance de manger tous les jours à sa faim. C'est le Chaco, et il ne faut pas oublier qu'il y a de grandes ressources naturelles encore qui existent, toute la zone du Chaco, et il y a un peu d'optimisme, d'idéalisme. Je ne pense pas que les transnationales vont donner beaucoup de travail aux locaux. Mais il y a une part de rêve et les gens viennent aussi, comme a dit Rosemarie, beaucoup pour le climat, la capacité d'accueil des gens. Le lieu même est très attirant. Nous y avons vécu avec beaucoup de bonheur. Oui, on a l'impression, pas vraiment d'être sur la côte d'Azur, mais presque. Enfin, je veux dire, c'est plus idyllique que ce qu'on voit dans les villes minières comme Potosi ou Oruro. Là, oui, il y a une certaine qualité de vie qui ressemble d'ailleurs à celle du nord de l'Argentine, d'une certaine manière. Tout à fait, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec les Andes, avec les villes qui sont tout en haut, à 3500, 4000 mètres d'altitude. Non, c'est vraiment tout à fait autre chose. Alors, si vous voulez bien, je ne sais pas, je pense que vous le connaissez vous-même. Joaquín Hinojosa, oui. Bon, je voudrais vous le présenter, non, puisque vous le connaissez, mais je l'avais rencontré, c'est l'homme avec lequel vous avez appris l'espagnol, parce que quand vous avez quitté le Valais, vous ne parliez pratiquement pas un mot d'espagnol. Maintenant, vous êtes l'un et l'autre parfait, j'imagine. C'est en tout cas ce que j'ai observé sur le terrain. Oui, alors, Joaquín Hinojosa, et je crois qu'on va voir des images de lui dans son fief de Huancarani qui se trouve au nord de Cochabamba, parce que lui, c'est drôle, c'est un indio, bien sûr, et je crois que ça se voit d'ailleurs, mais Joaquín, il connaît bien la Suisse. Il est même suisse officiellement, puisqu'il a épousé une jeune femme baloise à la période où la dictature bolivienne était particulièrement féroce. Il était donc réfugié politique. Et puis on dit que les réfugiés politiques profitent de leur situation pour rester en Suisse. En tout cas, lui, ça n'a pas été le cas. Dès que ça s'est amélioré un peu, il est reparti pour la Bolivie pour faire un travail étonnant. Un travail d'une part dans cette école où avec sa femme, il apprend à des gens comme vous à connaître non seulement la langue, mais aussi le pays, la culture. Mais il faut aussi un travail dans sa communauté indienne. Vous, quel est le souvenir que vous avez de lui avant qu'on ne l'entende sur justement son travail dans la communauté? À l'école, ça se passait comment? Ça se passait vraiment très bien. Joaquín est un homme merveilleux et il mène cette école d'une manière fantastique. Et toute la philosophie de l'école, la manière de donner les cours. Écoutez, en 3 mois, on a appris l'espagnol. Je veux dire, c'est quand même une référence, non? Oui, mais c'était grâce à la grand-mère et à la cuisine. On passait toujours à la cuisine. On vivait dans une famille bolivienne, d'accord, et ça jouait un grand rôle. Mais Joaquín est l'âme de cette école et c'est vraiment quelqu'un d'absolument merveilleux. Alors, il vit à Cochabamba, mais il va très souvent dans son village, dans sa communauté, puisque les indios disent comunidad. Et je vous propose tout de suite qu'on l'entende à propos d'un projet qu'il a et qui lui tient à cœur. Aquí, la gente de la comunidad.
Ici, les gens de la communauté ont récupéré et renforcé une pratique de travail qui s'appelle l'Aini, qui est du travail commun, du travail solidaire. Et ici, on fait un travail tous ensemble. On travaille pour tous. Et par exemple, ce lieu ici va être une boulangerie communautaire. On a aussi une entreprise commune qui a produit des produits à des prix en grand, si vous voulez, des prix en gros et donc moins chers pour la population. Et maintenant, on essaie de faire que cette entreprise apporte tout ce qu'il faut pour la boulangerie. Nous avons 2 boulangers qui ont une grande expérience. Ils vont former des jeunes. Ils vont commencer à produire du pain. Et le produit de cette vente, ça va de nouveau être le même principe. Une forme de redistribution équitable. Une partie de cet argent ira à la matière première, une deuxième ira à ceux qui travaillent, et la troisième partie renforcera l'économie solidaire. Voilà, c'était pas très facile la traduction comme ça, mais vous me pardonnez. Oui, alors, est-ce qu'on est là dans l'esprit de échanger? C'est pour ça que je voulais vous le faire entendre. Vous êtes, je dirais pas des missionnaires, c'est pas exactement le terme. Mais enfin, non, rassurez-vous. Mais vous partez d'ici, vous partez d'Europe. Enfin, vous, Sergio, pas tellement, vous êtes argentin d'origine. Oui, donc vous êtes un peu des deux côtés. Mais vous partez d'ici avec l'idée d'aller apporter quelque chose. Alors lui, il est de là-bas. Ce travail qu'il fait, comment le voyez-vous? Moi, je trouve que pour nous, en tout cas, qui avons pu profiter de son enseignement et de son école, on est tout à fait dans un processus, comme disait Sergio tout à l'heure, de coopération solidaire. Et on est dans un processus de sensibilisation, pour nous, d'acculturation. Et nous avons l'occasion de mettre la main à la pâte. Nous sommes allés à Huancarani travailler la terre. Et là, c'est le contact du quotidien avec le pic et la pelle, à préparer le champ pour les semailles. Et moi, j'ai eu énormément de plaisir à faire ce genre de choses parce qu'on a une autre approche de la population. Ici, on est en pleine terre quechua. Une autre approche. Et j'ai trouvé ça, la démarche de Joachim, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais c'est une démarche qui, pour le volontaire, lui permet de faire de grands pas en avant dans un phénomène tellement important qu'est l'acculturation. Alors, un mot dans la bouche toujours de Joaquín, la solidarité, solidaridad. L'autre chose très importante de ce travail, c'est que nous nous efforçons d'apporter les choses qui attendent la communauté andine. Les gens ici travaillent beaucoup. Ils travaillent du lever au coucher du soleil. Alors bien sûr, il faut produire, mais en même temps, on travaille fort, d'accord, mais on pratique la solidarité. Et c'est l'autre base de la communauté. On crée, on produit, mais on est solidaire. C'est les 2 éléments importants. Et puis il faut aussi trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Il faut chanter, il faut boire, il faut vivre. Tout ce qui maintient l'équilibre entre l'esprit et le corps. Donc c'est plus que de la solidarité, c'est de la philosophie quasiment. Vous savez que le jour où on est allé au champ avec quelques élèves, Joaquín et la communauté, surtout les femmes du village, on a pioché un champ pour nous préparer pour le maïs. Joaquín nous a initiés à la coca. Alors il nous a expliqué comment, pour qu'on tienne le coup, comment on allait mâcher cette coca. Il nous a donné un cours carrément là-dessus. Et on a passé la matinée avec une boule de coca. Avec la chic de coca. Avec la chic de coca. Ouais. Ce qu'on peut dire à cet égard, c'est que quand même, il y a des cultures là qui sont des cultures différentes. À propos de la coca, est respectable. La Bolivie se bat
pour que l'utilisation de la coca soit autorisée, enfin qu'elle soit reconnue, pas forcément pour en faire commerce et pour faire de la cocaïne, de beaucoup s'en faut, simplement parce que ça fait partie de la culture. Absolument, c'est une question essentielle et pour moi, là, il y a une clé d'interprétation de ce qu'on fait. Et c'est pas seulement, oui, il y a la partie de contact interpersonnel, mais l'objectif de volontaire, c'est normalement renforcer une institution, une organisation qui existe, qui est sur le terrain, qui fait tout un travail de sensibilisation d'organisation. Alors, c'est clair que, par exemple, on a des partenaires en Bolivie, des nouvelles partenaires en Bolivie, que c'est justement les cocaleros. On cherche donc les gens qui produisent le coca. Voilà, parce que ça, on touche vraiment, si on veut être solidaire et coopérant solidaire, il faut voir qui sont les partenaires de cette action solidaire. Et vraiment, on essaie de trouver toujours les acteurs les plus dynamiques de la réalité sud. En ce cas-là, les acteurs plus dynamiques de la Bolivie, ça peut être un niveau macro de toute la nation, ça peut être un niveau local d'une ville, mais on cherche surtout d'avoir des interlocuteurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des interlocuteurs qui nous exigent après une certaine cohérence ici en Suisse. Alors, c'est pas seulement parce qu'on aime être... Non, est-ce qu'après, ce type d'interlocuteurs, ils nous exigent d'avoir une cohérence ici en Suisse. Alors, le mouvement échangé est très engagé en Suisse. Par exemple, la construction du Forum social suisse. Alors, ça vient d'une demande très concrète. Oui, parce que... Et là-bas, des partenaires parce que eux ont de bonnes raisons d'être très, très opposés à la globalisation, par exemple. D'ailleurs, on va l'écouter à nouveau dans la bouche de Joaquín. Le monde se va globalisando. Le monde est en train de se globaliser. Lo que intentamos aquí, ce qu'on essaie ici, en otras comunidades como aquí, dans nos communautés andines, es seguir manteniendo el espíritu colectivo. C'est de garder l'esprit collectif. El que todos somos seres humanos. Parce qu'on est tous des êtres humains. Necesitamos unos a otros. Et on a tous besoin les uns des autres. Aquí, cuando trabajamos y trabajamos todos juntos, ici, quand on travaille mucho. No. On travaille beaucoup. Simplement. Una cosa que nos dijo un viejo de la comunidad. Mais en nous souvenant d'une chose que nous a dit un vieux qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui disait toujours 40 mains seules, individuelles, ce n'est rien d'autre que 40 mains. Mais 40 mains qui travaillent ensemble, ce sont des forces. No. Y eso es lo que aquí tratamos de hacer. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Juntar formas de pensar. Avoir ces forces. Y fundamentalmente travailler ensemble. Es lindo de rescatar aquí. Aquí soñamos. Ici nous rêvons. Soñamos, después mais ensuite, en lo que vamos on pense à ce qu'on va faire, on le fait, y después decimos et ensuite on dit ce qu'on a fait. Es todavía un sueño. Mais c'était un rêve. Y después la fiesta. Et ensuite la fête. Parar. Algunas veces por varios días. Parfois même pour plusieurs jours. Oui, ça aussi c'est le Sud d'une certaine manière. Bien sûr, c'est la philosophie du Sud. Il faut fêter, même dans le cadre de la pauvreté, même dans le cadre des besoins. Je pense que ça, c'est un apprentissage énorme pour la Suisse. Dans le sens qu'ici, on a tout. Et des fois, on oublie la fête, ou bien on programme la fête. Là-bas, c'est la fête comme une partie essentielle de la vie quotidienne. Pour moi, derrière ces images, il y a toute la philosophie, toute la richesse de ce partenariat avec le Sud, dans une planète qui c'est unique, c'est absolument illogique, et qui nous exige à tous d'entreprendre des décisions communes. Alors, je voudrais tout de même, vous allez tout à l'heure nous parler, Jean-Pierre, de vos rapports avec d'autres indios, ceux du Québec, du Nord-Québec, qui sont venus chez vous. Mais quand vous entendez, quand vous voyez ces reportages, à quoi pensez-vous ? Je veux dire, d'abord, je suis impressionné par les gens qui s'occupent réellement de ce problème, des problèmes humanitaires. Parce qu'on est tous un peu isolés, parce que l'artiste doit s'occuper un peu de sa survie aussi, et surtout en Suisse, c'est pas très facile. En général, c'est pas facile. Je suis pas venu pour ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ces immenses efforts que vous faites, que j'ai entendu, qui m'impressionnent, j'aimerais être
beaucoup plus au courant, beaucoup plus proche de tout ça. J'aimerais que les artistes soient pris en compte pour ça, pas seulement des stars internationales sur lesquelles on a posé un gros cliché comme ça, puis on avance la personne pour impressionner le monde. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire, surtout dans des territoires comme la Suisse où il n'y a pas vraiment... Il y a des artistes, bien sûr, mais on n'est pas... Comme j'habite Paris aussi, je peux vous en parler, il n'y a pas vraiment une défense de la pensée artistique réelle. C'est-à-dire quelque chose qui vraiment pousse une société à comprendre que la sensibilité des individus d'un pays est aussi valable que l'argent. Et je profite d'en parler parce que je suis très impressionné et très touché par ce que vous faites. Alors, on disait tout à l'heure, il y a justement ce mélange d'artisanat, de travail, de fête aussi. Et il y a une chanson qui a une partie d'origine en Bolivie qui s'appelle Señora Chichera, hein, chantée par Inti Illimani, qui sont en fait des Chiliens. Mais ça fait rien, c'est une chanson de là. Et je voudrais qu'on l'écoute, cette chanson. Elle célèbre la dame qui simplement sert à boire de la chicha, c'est-à-dire cette boisson un peu particulière. Et donc, on écoute cette chanson en faisant quelques commentaires. Mais avant la Señora Chichera, vous allez d'abord voir une dame qui existe encore dans ces pays-là, c'est la fileuse. Voilà. Je crois que dans quelques instants, on va écouter ce document. Oui. Voilà. Bah écoutez, c'est des choses qui arrivent en direct. Hein. C'est comme ça, vous avez bien compris qu'on était en direct. Oui, donc cette chanson de Inti Illimani et de Señora Chichera. Voilà. Apparemment, nous sommes prêts. C'est à eux, c'est à nous. Señora Chichera, véndeme chichita, señora Chichera, véndeme chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, una palomita. Señora Chichera, véndeme chichita, señora Chichera, véndeme chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, una palomita. Voilà, ça c'est la part de la Pachamama. Hein. On ne boit pas soi-même sans avoir offert un peu de sa boisson à la terre-mère. La Señora Chichera. Elle boit toujours aussi quand on va dans son estanco. Alors évidemment, ça donne des formes que je connais bien personnellement. mais c'est vrai que en Argentine, vous connaissez ça, il y a un bouquin dont le titre était El tropezón como mollón civilizador, le bistrot comme moyen de civilisation. Et c'est exactement ça le rôle de cette chicheria et de la Señora Chichera. Hein? Mais et voilà, des gamins dont l'avenir tient peut-être à ce que vous allez faire vous là-bas et surtout à ce que des gens comme Joachim vont réussir à faire. Là, on a une bonne image de la globalisation, c'est-à-dire qu'il y a encore des rails, mais il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de trains. Ça a été vendu, privatisé d'abord, anéanti ensuite.
C'est toute l'Amérique latine qui est comme ça, malheureusement. L'Argentine, on le sait. Il y a là une décrépitude que vous avez dû observer vous-même. Hein. Oui, bien sûr. À Tarija, en Bolivie même, et ensuite nous avons voyagé quelques mois en Argentine, au Chili, et nous avons continué sur le Nicaragua, mais c'est partout la même chose. Il y a quelque chose à faire? Oui. Quoi? Il y a beaucoup à faire. De leur part, de la nôtre, il y a beaucoup à faire. Il faudrait bien plus qu'une émission de Zigzag Café pour en faire la liste. Je voudrais qu'on revienne un instant, Valais. Vous allez vous reconnaître, bien sûr, sur un texte de notre invité de l'autre jour, à savoir Narcisse Prat. On vous avait vu, c'était un document d'amateur, on vous avait vu déclamant du théâtre en patois. Alors, on vous regarde un instant, puis vous me dites quelle part ça garde aujourd'hui dans votre vécu et dans votre cœur. E tu ciò, ghirite tu una peste. Ja wat se fus contre matin. E a wajan, je viens tot un pécos. Ou ben péracal, vous deux Oh, faites pas les clichés en bogret. Attrapuir d'abord un peu pour faire des bêtises. Je cause d'arrière-cher, car d'abonner, non je peux avoir les palaches. Alors, vous êtes rentré en Valais, vous avez retrouvé vos camarades de jeu, ou en tout cas de théâtre. Ça vous manque pas quand vous êtes à l'autre bout de la planète? C'est sûr, c'est un peu le couteau dans la plaie, ça, Alex. Oui. Vous savez que, bien, à notre retour, eh bien, nous avons fait un petit crochet par cette société. Nous sommes allés parler de notre voyage, de nouveau de notre projet. On tâche de maintenir les contacts. Et surtout, je ne perds pas ma langue maternelle. Ouais. Et les gens qui sont là-haut avec vous à Inde, qui restent en Inde, ils comprennent ce que vous faites à l'autre bout de la planète? Pas toujours. C'est un peu difficile parfois de leur expliquer. On nous dit, mais vous êtes bien ici. Et oui, on est bien, c'est sûr qu'on est bien, mais on est bien ailleurs aussi. Et on a envie de découvrir autre chose, on a envie de vivre d'autres choses. On n'a on ne se sent pas investi d'une mission ou de quoi que ce soit. C'est juste l'envie d'aller vivre autre chose ailleurs, pour le moment. Alors l'autre chose, vous y êtes déjà allé pour voir au retour de Bolivie, ça se passera au Nicaragua. On peut difficilement en parler maintenant, j'espère bien aller vous y voir et voir à quoi ça ressemble. Mais en deux mots, vous allez faire quoi? D'abord, ça va être vous le chef désormais. C'est moi le chef. Ouais. Hein? Non, on change nos rôles. Là, j'ai accompagné Maurice en Bolivie, et cette fois, il m'accompagne au Nicaragua. C'est un projet aussi complètement différent. Je suis bibliothécaire et je vais aller travailler dans l'Institut d'histoire du Nicaragua et d'Amérique centrale, à Managua, et je vais faire de la formation du personnel de la bibliothèque. Alors le Nicaragua, ça a longtemps été à la fois un mythe et un lieu où la vie ne valait pas cher. Hein. Vous avez d'ailleurs publié, je crois, un bouquin sur ce qui est advenu d'un certain nombre des gens d'échanger, en particulier là-bas. En deux mots, aujourd'hui, le Nicaragua, ça vaut la peine de retourner se battre? Bien sûr, et on est convaincu de ce défi. Il faut dire que depuis 20 ans, échanger une certaine présence au Nicaragua. Il y a eu un moment très fort pendant les années 80. Et maintenant, on revient avec beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a quand même là des acteurs sociaux très, très intéressants. Il y a des choses qui se passent, il y a des grands besoins. Il y a les 60% de la population qui vit aujourd'hui avec moins d'1,30 franc par jour. Alors, quand on voit ce type de situation, 50% de chômage et 40% d'analphabétisme une autre fois, et on dit il faut quand même essayer d'être présent et d'accompagner, de lutter avec ces acteurs sociaux qui essayent de trouver aussi des solutions pour la réalité. Et la cause de tout ça, mais on ne va pas débattre là-dessus, se trouve parfois à Washington. Mais à Washington aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Et quelqu'un d'autre que nous allons rencontrer, ce ne sont pas les grands capitalistes de la planète, ce sont Serge et Nicole Rotely. Est-ce que Serge, vous m'entendez? Mais je vous entends très bien. Bon, Serge, vous le disiez, en début d'émission, vous venez d'arriver à Washington. Quel est pour vous
l'esprit, l'état d'esprit de cette Amérique que vous avez commencé à traverser. Il y a encore quelques semaines, vous étiez au milieu des cyclones, et maintenant vous êtes au milieu des élections quasiment. On est au milieu des élections, mais pour nous, plus pratiquement, on est surtout au milieu du trafic intense en périphérie de Washington, dans laquelle on va courir aujourd'hui pour arriver devant la Maison-Blanche, si possible. Avec un manifeste particulier, puisque vous aussi, dans votre périple, vous vous battez pour pour des raisons humanitaires. Oui, je crois que c'est la cause très importante pour laquelle je suis parti courir, mettre nos compétences au service de l'humanitaire. Actuellement, on est un collaborateur avec Ron Zamber, un chirurgien ophtalmologue qui redonne le cadeau de la vue gratuitement par des opérations dans les pays du tiers-monde. Et ça avec des sources de financement qui tiennent justement à vos propres exploits d'une certaine manière. Alors c'est clair, notre image est utilisée ici partiellement en Amérique et grâce au soutien de notre magnifique fan club en Suisse, c'est clair qu'on a déjà réussi à collaborer à une première action humanitaire extrêmement concrète au Costa Rica au mois de juin passé, où Nicole a pris soin de la prise en charge des malades. Quant à moi, j'ai travaillé comme traducteur et fait le film des opérations, durant que Ron Zamber a redonné, comme je dis, ce fameux cadeau de la vue ophtalmologue, opération des yeux, à plus de 300 personnes. Quand vous traversez comme ça des continents, vous avez tout de même le temps de voir les gens, ou bien vous êtes uniquement braqué sur le bout de vos pieds? En fait, je cours un marathon 42 km par jour, en moyenne 4 à 5 jours par semaine, à 12 km à l'heure, 5 minutes pour 1 kilomètre. Ce qui nous laisse, malgré tout, bien le temps de s'arrêter si une main chaleureuse se tend, ou le temps de faire une photo ou de partager avec les gens du monde. Je crois qu'on vit intensément les routes du monde avec les peuples que l'on traverse durant la course. Oui, alors ici en Valais, il y a votre fan club, et puis je ne sais pas si vous allez l'entendre, je crois, à notre table, il y a Gilbert Pitlou, c'est lui qui est un peu votre interface pour les images, c'est lui qui a monté les images qu'on est en train de voir en ce moment. C'est utile pour vous de savoir que des gens ne vous lâchent pas? Principalement Gilbert Pitlou, Vidéoscope, on fait un excellent travail ensemble, et lui fait un magnifique travail pour l'entretien du fan club, du site internet et du montage de nos films. Alors maintenant, il y a lui, et il y a aussi tous les autres dont on n'a pas le temps de citer, c'est clair, il y a toute une grande famille derrière la course à pied de Serge et de Nicole, c'est clair. Et vous avez le sentiment justement d'avoir ce rôle, cette fonction, Gilbert? Oui, tout à fait, oui. Mais je suis très soutenu par le fan club qui marche très bien. Ouais. Je profite d'ailleurs de le remercier, à ce micro. Alors, ce qu'on peut dire, et on va s'arrêter là, si vous le voulez bien, c'est d'abord qu'on vous souhaite une bonne fin de voyage. Vous allez être de retour en Europe quand? Si possible, 7 mai 2005, avec plus de 40 000 km de course à pied derrière mes baskets. 7 mai 2005, on marque déjà ça dans les agendas. Et puis, ce que je vous propose, vous avez entendu peut-être que tout à l'heure nous étions avec Jean-Pierre Uzer. Alors, Jean-Pierre Uzer va chanter encore, mais puisque Alain Nichaev est avec nous, j'en profite parce que ça va peut-être couper. Merci, bonjour très fort à Nicole, sans qui vous ne feriez pas tout ça. À bientôt, là-bas ou ici. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup. Oui, Alain Nichaev est avec nous. C'est chez vous, dans quelques semaines, que va chanter Jean-Pierre Uzer, dans un lieu qui s'appelle l'Esprit Frappeur. En 2 mots, c'est quoi? L'Esprit Frappeur, c'est un petit peu un lieu qui a repris le flambeau des Faunets qui ont disparu il y a quelques années, donc qui était un lieu mythique de la chanson française à Lausanne. Et là, on est à Lutry, à quelques kilomètres, et on est vraiment parti dans l'état d'esprit chanson française de qualité, et puis essayer de faire vivre cette chanson française d'une manière continue, permanente, puisqu'on a déjà reçu environ une centaine d'artistes là sur ces 3 premières années. C'est un lieu très plaisant et très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une certaine convivialité, mais c'est vrai que quand les chanteurs commencent à chanter, eh bien on arrête de remuer les fourchettes et les tasses, on écoute vraiment et la plupart du temps ça vaut la peine. Prochain accueil, Jean-Marie Vivier, je crois. Oui, c'est ça, Jean-Marie Vivier qui commence donc du 28 au 31 octobre. Il sera suivi par Francesca Solville. Et puis ensuite, on reçoit Romain Didier. Puis alors, bonne nouvelle, il arrive avec son nouveau spectacle qui s'appelle Duo de cordées, 2 de cordées plutôt, avec Thierry Garcia à la guitare. Donc ça va être magnifique. Le 13 est déjà complet pour Romain Didier. Et puis il y a déjà beaucoup de monde aussi pour Francesca Solville et pour Jean-Marie Vivier.
Et puis il y a Jean-Pierre User, évidemment, du 18 au 21 novembre. Alors du 18 au 21, Jean-Pierre User. Jean-Pierre, merci d'être retourné là-bas derrière les micros. À vous, 3, 4, 5, merci d'avoir été là. Merci aussi à Serge Retely. On va rester chez les Indiens, chez les Amérindiens, puisqu'apparemment ils vous ont touché votre cœur, que vous êtes un peu tombé en amour. Alors, on vous écoute. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Genève, vous qui êtes souvent dans vos montagnes quand vous n'êtes pas à Paris. Merci, on vous applaudit et à bientôt. Merci de m'avoir exposé mes Indiens que je peins depuis de nombreuses années. Ici l'ouragan nous a donné juste une idée comment les arbres se cassent à la vitesse grand V. Au matin du 26 décembre, juste à côté de l'an 2000, c'est là qu'Ottawa l'Indien m'a dit tu vois chez moi au Canada c'est tous les jours comme ça. Les arbres tombent, 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 tombent tout seuls, avec l'aide des blancs. Les arbres tombent, tombent, tombent encore plus fort. Ils tombent même sur les tombeaux. Y a même plus assez de bois mort pour rester en vie. Dans les forêts du Nord, plus qu'un désert de lune brûlé par les affaires pour en faire la fortune de quelques gens du monde qui sèment la mort. Avec l'aide des durs, avec l'aide des rois et de leurs veaux d'or, qui brandirent la croix devant les yeux noirs de leurs frères de terre, qui vivaient en pleine harmonie. Dans les forêts du Nord, depuis des décennies, au bord de leurs pierres de prière. Les arbres tombent, 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 tombent tout seuls, avec l'aide des blancs. Le grand-père d'Ottawa signait des traités qui n'ont jamais, jamais pu se réaliser. C'est là qu'Ottawa, l'Indien m'a dit, tu vois, chez moi au Canada, c'est tous les jours comme ça. On voudrait juste qu'ils nous laissent enfin tranquilles. Tranquilles. C'est tout ce qu'on veut. On voudrait juste qu'ils nous laissent enfin tranquilles. Tranquille. Mais quand tu ouvres les yeux, tu vois sur la route de la mort les camions qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent, pour transporter tous les bois morts pendant qu'autour de la réserve, y a plus rien qui survit que le nom de la réserve que les blancs nous ont donné. Comme à des animaux, faudrait pas qu'on oublie. Y a plus rien qui survit que le nom de la réserve que les blancs nous ont donné. Comme à des animaux, faudrait pas qu'on oublie. Qu'on oublie.